Bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Chers amis et chères amies de la biodiversité, vous connaissez certainement l'Odyssée, ce poème grec qui raconte le long voyage d'Ulysse à travers la Méditerranée pour rejoindre, après la guerre de Troie, sa bonne ville d'Ithaque et sa chère épouse Pénélope. Au cours de ce voyage, il doit délivrer dans une île ses compagnons, fait prisonnier par un cyclope, un géant doté d'un œil unique au milieu du front et vivant dans une caverne. L'origine de ce mythe est attribuée à un phénomène que je vais vous présenter dans cet épisode et que l'on appelle le nanisme insulaire. En effet, il y a environ 6 millions d'années, la Méditerranée était isolée de l'océan par le seuil de Gibraltar, entre l'actuelle Espagne et le Maroc, et s'était pratiquement asséchée. Son niveau était 2000 mètres plus bas que le niveau actuel. Les espèces terrestres pouvaient donc circuler facilement dans ce grand espace, où ne subsistaient que de grands lacs d'eau très salée. Mais tout a changé brutalement il y a 5,3 millions d'années, avec la rupture de ce seuil, due peut-être à l'érosion ou à un tremblement de terre. En moins de 2 ans, la Méditerranée s'est remplie. Si un humain avait été présent, il aurait vu se déverser un flux d'eau énorme que l'on estime à 1000 fois le débit actuel de l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. Cela a conduit à une montée des eaux de plusieurs mètres par jour. Seules quelques zones élevées ont subsisté et sont devenues des îles, comme la Sicile, la Crète ou l'île de Malte, avec des espèces terrestres qui s'y sont retrouvées piégées. Sur ces îles, la nourriture était rare. Et pour s'adapter, les espèces ont peu à peu diminué de taille. Cela a été en particulier le cas des éléphants, qui étaient à l'époque présents dans cette zone et qui sont devenus de la taille d'une petite vache avant de disparaître il y a environ 10 000 ans. Ce sont leurs crânes que, longtemps après, les humains ont découverts dans des grottes de ces îles. Vous l'avez compris, ces crânes étaient plus grands que ceux des humains et surtout ils comportaient une cavité au milieu du front qui correspondait à l'insertion de la trompe, mais que nos ancêtres ont interprété comme l'emplacement d'un œil unique et gigantesque. Aujourd'hui, on peut observer une évolution similaire sur l'île de Bornéo, en Asie du Sud-Est, où subsiste une petite population d'éléphants nains, hélas menacés par la déforestation, le braconnage ou l'urbanisation. Chez les animaux domestiques, on observe aussi ce phénomène de miniaturisation, sans que l'on sache bien s'il s'agit d'une évolution naturelle ou d'une sélection par les humains d'animaux plus petits. C'est par exemple le cas des poneys des îles Shetland ou des moutons d'Ouessant, et nous en parlerons dans un prochain épisode. C'est aussi le cas pour les espèces humaines. L'homme de Flores, découvert en 2003 dans cette île d'Indonésie, était une espèce proche de la nôtre qui y vivait il y a environ 100 000 ans. Il mesurait seulement environ 1 mètre à l'état adulte, alors que notre espèce était, à la même époque, presque aussi grande qu'aujourd'hui. Mais en biologie, les lois générales sont rares. Si les grands mammifères rapetissent, les petits, parfois sur les mêmes îles, grandissent.
On a par exemple identifié dans les îles des Antilles une espèce de rongeur disparu, le hutia géant, qui atteignait la taille d'un petit ours. Ce gigantisme insulaire s'observe dans de nombreux groupes, mais a été particulièrement spectaculaire chez les oiseaux. Leurs ancêtres n'ont pas été piégés dans des îles, et ils sont sans doute arrivés en volant. Mais ils ont ensuite perdu leurs ailes, à l'image des actuelles autruches, mais les ont dépassés largement en taille. Ainsi, à Madagascar, l'épiornis, dénommé oiseau-éléphant, mesurait plus de 3 mètres de haut et pouvait peser jusqu'à 500 kg. Il a disparu vers l'an 1000, victime de la chasse par les humains ou de prédateurs introduits comme les rats, qui pouvaient facilement s'attaquer aux œufs et aux poussins. On ne les connaît donc que par des squelettes, mais on trouve aussi parfois leurs gros œufs, qui pèsent près de 10 kg, alors que ceux des autruches ne dépassent pas 2 kg. Dans cette course au gigantisme, les prédateurs s'adaptent également. Ainsi, le moa de Nouvelle-Zélande est un autre oiseau géant que les humains ont pu observer. Il aurait disparu au XVe siècle, exterminé par les premiers habitants de ces îles pour leur viande, mais une habitante de ce pays, Alice Mackenzie, affirmait en avoir vu et même touché un en 1880 quand elle était petite. Ce moa avait un prédateur qui s'était adapté, l'aigle de Haste, un aigle géant qui avait 3 mètres d'envergure, alors que celle de notre aigle royal actuel ne dépasse pas 2 mètres. Et cette espèce a également disparu au XVe siècle. Ce voyage dans les îles nous montre à quel point le milieu de vie peut conduire les espèces à modifier rapidement leur taille pour s'adapter à des environnements nouveaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de l'action de l'homme sur cette taille des animaux. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!